Bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Nous entrons dans le 12e mois de la guerre en Ukraine. Et même si le monde s'est en quelque sorte accoutumé à ces images de violence et de destruction, il ne faut quand même pas oublier qu'il s'agit d'une guerre de très haute intensité en plein cœur de l'Europe. Une guerre qui implique directement la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, qui la met en confrontation avec le bloc occidental par Union européenne interposée et qui perturbe et bouscule les équilibres géopolitiques mondiaux dans le monde entier. Et un an donc après l'éclatement de cette guerre qui se préparait depuis au moins 2014, depuis l'annexion de la Crimée et les accords non respectés de Minsk, il faut le dire, la confrontation est en escalade incessante. Ces dernières semaines, puis ces derniers jours, les Occidentaux ont accepté de fournir à l'Ukraine des missiles patriotes et des chars lourds de combat, Léopard et d'autres. Nous en parlerons au cours de la première partie de ce débrief. En seconde partie, nous irons en Afrique et après la République centrafricaine et après le Mali aussi en 2022, voici venu le tour du Burkina Faso de signifier clairement aux militaires français de quitter son territoire. Après la langue, l'influence militaire. Et après cette influence, ce sera au tour de l'économie. L'Afrique centrale et occidentale française est en voie accélérée de défrancisation. Pourquoi et comment? Nous y reviendrons en seconde partie tout au long de cette émission. Et pour débattre de ces deux thèmes avec nos invités, Hassan Saoud, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur spécialiste en questions de sécurité et de défense. Si Al-Halachi, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis à Casablanca. Merci à vous deux d'être avec nous. Alors, première partie, la guerre en Ukraine, le 24 février 2022. Pas aussi loin que ça, Vladimir Poutine lançait ce qu'il appelle son opération militaire spéciale, qui n'était supposée durer que quelques jours ou quelques semaines, mais qui est aujourd'hui, après 11 mois d'affrontements, des dizaines de milliers de morts de part et d'autre, des centaines de milliards de dollars de destruction, menace de durer encore longtemps. On n'en sait rien, nous en parlerons. Commence par vous, Hassan Saoud, colonel Hassan Saoud, vous êtes spécialiste donc en questions militaires, questions de défense. Où en est le conflit sur le plan militaire et géopolitique? Comme vous venez de le dire, évidemment, nous entamons le deuxième mois pour une opération qui était censée être une promenade de santé. Et nous voilà maintenant dans la révision à la baisse des ambitions de la Russie, puisque le gros de la vraie guerre se joue dans le Donbass. Eh bien, nous sommes valeurs aujourd'hui dans ce qui peut nous rappeler ce qu'on appelle maintenant la guerre des tranchées. C'est une guerre de position. C'est Verdun du XXIe siècle. Ouais. Et donc, où ça se joue par petites portions de terrain, par comment dirais-je, par palette de maisons, et ça jusqu'au corps à corps. Donc, ils en sont au corps à corps aussi. Ah oui, c'est dans Bakhmout et dans Soledar, évidemment. On en est arrivé avec les Wagnériens au corps à corps. Comme vous le savez, ils les ont employés un peu comme chez Rakhanon, et il y a beaucoup de pertes. La Russie n'a pas cessé de bombarder et de pilonner sur toute l'Ukraine. Et donc, ça reste, sauf que côté aérien, on l'a dit, on a diminué parce que l'anti-aérien et tout ce qui a été donné par les Occidentaux ont dissuadé la Russie d'employer l'aérien jusqu'à présent. Donc, cette suprématie aérienne a été stoppée. Côté, évidemment, un peu, si vous voulez, stratégique, nous assistons maintenant à une nouvelle vague de mobilisation. 300 000 sont évidemment ceux qui sont déjà engagés en préparation. Il y en aurait 50 000 de près côté russe. L'Ukraine, évidemment, qui est dans une guerre sociale parce que toute la population contribue. C'est un phénomène extraordinaire qu'on n'a pas vu, ça fait un bon moment. C'est le propre des pays agressés. Tout à fait. Toujours comme ça, c'est les populations qui se défendent. Mais là, il y a un sacrifice de la population, quelque chose de... Et puis, chacun dans son métier contribue à aider l'armée dans ses mécaniciens, les chaudronniers, donc... Et évidemment, il y a ce problème de Soledar
qui a été évacué. Bon, l'Ukraine parle de retraite tactique, mais les Wagnériens ont annoncé qu'ils l'ont occupé et maintenant c'est acté avec ce qu'il y a à côté, la mine, le sel. D'accord. Vous savez, le sel, c'est 20 millions de tonnes d'exportées vers l'étranger, dont la Russie. Wagner sont spécialisés là-dedans, être là où il y a évidemment, de la richesse. C'est du crapuleux, voilà. C'est du cupide. Mais il semble-t-il que la Russie a interdit son exploitation pour des raisons sanitaires. Voilà à peu près aujourd'hui. Il y a des manœuvres russo-biélorusses, mais c'est peut-être de la gesticulation. Et évidemment, nous sommes dans un conflit, disons, gelé, en attendant le printemps. Et le printemps, tous les services de renseignement parlent d'une éventualité assez présente d'une offensive terrestre russe. Voilà. Ah, d'accord. Donc on y est toujours. Donc ça devient, c'est intéressant parce que à entendre les médias occidentaux qui ne disent pas forcément tout ce qui se passe, bon, les Russes sont véritablement exsangues, harassés par ce qui s'est passé. Donc on verra. Mais avant, tout le monde est harassé, c'est Aziz. Bah oui, après une guerre de 1 an, une guerre d'aussi haute intensité. Permettez-moi de vous dire que en période de guerre, et Churchill l'a bien dit, la vérité est un bien précieux qu'il faut protéger par des remparts de mensonges. Oui, il a dit aussi du sang, de la sueur et des larmes, et on est en plein dedans en Ukraine. Al Halichi, donc sur le plan militaire, plan géopolitique, vous avez entendu, on en est au corps à corps pratiquement. On fait comment dans une guerre au corps à corps? On n'avance pas, on fait du surplace. Oui, tout à fait. Donc j'adhère à ce qu'a dit mon ami, mon collègue, colonel Saoud. Effectivement, ce que pensait être une promenade de santé, donc M. Poutine, bon, on peut voir pourquoi il l'a fait, pourquoi il ne l'a pas fait avant ou après. Il faut dire qu'il a commencé en 2014. Et ce qu'il a cru faire en 2008 en Géorgie, et ça a marché rapidement, en 2014, il prend une partie du Donbass, un peu une partie qui est un peu de l'Est, c'est-à-dire de l'Ukraine, et au sud-est, et puis il prend la Crimée en 2015. Donc tout cela, il croyait que tout cela allait se passer aussi rapidement et que de l'autre côté, la réaction, que ce soit de l'Ukraine ou que ce soit de l'Occident et de l'autre côté du monde, c'est-à-dire ne serait pareil à ce qui a été fait en 2008, en 2014 et en 2015. Donc, ça n'a pas été le cas. D'abord, il y avait une effervescence populaire au niveau de l'Ukraine où tout le monde s'est inscrit donc, quand on est agressé pour défendre son pays. Et puis, il y a moi, je pense que la Russie, en tant que puissance militaire, en dehors de ce qui est nucléaire, il n'est plus que ce qu'il a été dans les années 70. Ou bien il fonctionne toujours avec du matériel, je dirais du matériel, c'est-à-dire qui remonte un peu à la guerre froide. Et c'est ce qui a fait, à mon sens, que la Russie n'est pas arrivée à faire aussi rapidement ce qu'il a pu faire autrement auparavant. Pour le plan géopolitique, maintenant, on parle d'une nouvelle, de nouveaux blocs, si vous voulez, ou une nouvelle répartition des blocs en géopolitique. Parce qu'on voit d'un côté la Russie, avec la Chine et d'autres partenaires, peut-être l'Iran ou d'autres pays, et d'un autre côté la Russie. Donc on parle d'un nouveau bloc géopolitique, mais sur quel point, jusqu'à quelle limite le soutien de ce bloc-là, qui est avec la Russie, peut, c'est-à-dire la soutenir face à l'Occident. Surtout qu'aujourd'hui, quand on parle militaire, on voit que l'Allemagne, les États-Unis donc, ont répondu à l'appel de l'Ukraine avec vous avez parlé de chars tout à l'heure, donc il va y avoir des chars, donc il va y avoir de l'armement qui va être donné à l'Ukraine, et la Russie, il a atteint ses limites. Il me semble qu'il a atteint ses limites, d'autant plus qu'on est dans une période qui a commencé il y a quelques mois où déjà, quand c'était le printemps, la Russie n'a pas pu faire grand-chose pendant une année. Maintenant, c'est l'hiver, c'est la Rasputitsa. Donc, c'était un problème c'est-à-dire de faire avec la neige, avec la boue et tout.
Maintenant, je ne pense pas que la Russie a les moyens. Et là, il va peut-être engager une guerre, une offensive, mais il n'a pas les moyens de l'offensive, étant donné que de l'autre côté, il y a de l'armement qui est donné à l'Ukraine. Et d'autant plus, une année de guerre, c'est une année d'usure. C'est-à-dire la Russie, elle est usée après une année où elle n'a pas récolté grand-chose. En fait, elle n'a pas récolté grand-chose en dehors que le monde entier a désavoué cette action. Et d'autant plus qu'il y a un soutien maintenant qui est inconditionnel. Au début, c'était avec de l'argent, des prêts, des armes. Et maintenant, c'est vraiment des armes qui arrivent. Donc, et on voit que la Russie est en perte de vitesse. Au soutien international. C'est vrai que des murailles de mensonges, parce que soit on dit que les Russes vont lancer la grande offensive au printemps à venir, c'est-à-dire 14 mois après le début, ce qui est plausible. Soit on dit qu'ils sont harassés, qu'ils sont épuisés, qu'ils n'ont plus véritablement les moyens. Soit tantôt on dit qu'ils n'ont pas encore véritablement utilisé leur véritable armement de pointe. Tantôt on dit que ça a été fait, mais que c'est contré par les armes occidentales livrées à l'Ukraine. Donc on n'en sait pas trop grand-chose. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'après plusieurs mois d'hésitation, et pas après quelques semaines, deux grandes décisions majeures en matière d'armement ont été prises. D'abord, livrer les missiles antiaériens Patriot. Et deuxièmement, et ça a été fait donc il y a quelques jours, les Allemands qui donnent leur accord pour enfin livrer leurs chars Léopard. Alors, est-ce que ça pourrait changer quelque chose? Comment les Russes vont-ils pouvoir réagir à ça? Et c'est quoi ces armes, en fait? En quoi ça peut changer le cours d'une guerre? Vous rappelez à juste titre ce qui s'est passé à Ramstein en Allemagne, où les 50 pays qui appuient l'Ukraine se sont mis d'accord pour renforcer ses capacités. Il faut signaler que l'Allemagne a été réticente jusqu'à hier pour donner ses Léopard 2. Par la pression, évidemment. Et pas hier, c'était il y a 2-3 jours à peu près. La décision de les donner, c'était hier, je pense que ça a été acté. D'accord. Pour donner 14 Léo 2, ce qu'on appelle les Léopard 2, les Léo 2. Et tout en autorisant les pays qui en ont, et ils sont nombreux, vous savez qu'ils ont 2000 chars en Europe de ce type-là. Les Léopards. Les Léopards. Alors, il faut savoir justement que les Allemands vendent leurs chars, qui achètent, les pays limitrophes achètent les chars les Léopards de chez les Allemands, mais qui ne peuvent pas les réexporter sans l'accord express des Allemands. Absolument. D'accord, c'est livré en interne. Et la réexportation et les envoyer chez ce qu'ils appellent la réexpédition. D'accord. Gratuitement, par exemple. Donc ça, c'est acté. Ils ne peuvent pas, sans l'aval du pays vendeur. Ça, c'est une règle un peu générale en ce qui concerne les armements. Et donc, il y a une unanimité sur l'envoi de ces chars. J'ai fait un peu le compte maintenant et nous sommes toujours au stade d'intention. L'Espagne, la Pologne évidemment, le Danemark, on va en avoir quelque chose, alors aujourd'hui 100 et quelques. Et on attendra. Il y a évidemment les Anglais qui vont envoyer leurs Challenger aussi, c'est des chars lourds, et les Américains qui vont envoyer 31 Abrahams. On attend la réaction de la France, paraît-il qu'ils sont en train de leur forcer la main. Alors pourquoi, pour répondre à votre question, pourquoi c'est important? Dans une guerre, les offensives, il n'y a que les blindés lourds qui peuvent la faire. Naturellement, il faut le faire dans un cadre intégré, avec l'infanterie, les véhicules blindés évidemment, puis l'appui aérien et l'appui de l'artillerie. Ils ne sont pas seuls, mais ils ont une force de frappe extraordinaire en termes de franchissement et de pénétration des dispositifs adverses. Donc c'est pourquoi l'Ukraine a demandé des blindés lourds et évidemment d'abord c'est un tournant politique et ça ce sera certainement un tournant militaire. Sauf que, il faut le dire, les chars ne viennent pas tout seuls. Il y a toute une logistique
tout un approvisionnement très. Il faut que la logistique suive. Il faut que, vous savez, ils sont consommateurs de carburant, les chars lourds. Donc, il y a toute une ligne d'approvisionnement de logistique, les pièces détachées, la formation des personnels et la formation des logisticiens. Donc, ça ne peut pas se faire. Comme pour les patriotes, tout à fait. Ça ne peut pas se faire maintenant. Donc, il y a à peu près, on évalue à 3-4 mois pour que ça soit prêt. Donc, on attendra, mais ce n'est pas une sinécure pour rassembler tout ce puzzle-là, surtout que nous avons que c'est hétérogène. Alors, comme vous le dites, et je le rappelle encore une fois, des murailles de mensonges. Donc, nous avons des chars lourds qui vont servir à une offensive terrestre, à pouvoir faire une véritable offensive terrestre. Vous dites que c'est dans 2 mois, 3 mois. Bon, dans 2 mois, 3 mois, ça va être le printemps. Exactement. Où les Russes étaient supposés faire aussi une contre-offensive, une offensive. Donc, on ne sait plus qui va attaquer qui. Le premier. C'est pas vous la muraille de mensonges, mais enfin, tout ce qu'on reçoit, bien entendu, comme information. Alors, Ali El-Harichi, la guerre, ça fait 1 an maintenant qu'elle a éclaté, et ce n'est qu'après 1 an qu'on décide d'envoyer des chars lourds aux Ukrainiens. Ça fait que 1 an après qu'on décide d'envoyer des patriotes aux Ukrainiens. Ça fait que 1 an après, enfin quelques mois, on va dire, après l'engagement de la troupe du groupe Wagner, qu'on décide, les Américains, de la classer comme organisation criminelle. Alors, on voit qu'il n'y a que de l'escalade, finalement, et quel message on peut en tirer d'une manière politique, diplomatique et encore une fois géopolitique, cet engagement. Mais à reculons, je dirais quand même des Occidentaux, ils sont là, mais bon, ils donnent pas tout ce qu'il faut. Un simple chiffre, 300 ou 350 chars demandés par l'Ukraine, ils vont en recevoir 60. Ça veut dire quoi? Ils jouent à quoi? Non, il faut dire que depuis toute l'année que nous avons vu, tout ce que nous avons remarqué, c'était pas une guerre où il y avait peut-être le besoin des chars. C'était une autre guerre qui se passait. Et les Américains ont donné des armes, ils ont donné des avions. Ils n'ont pas intervenu, c'est-à-dire par les militaires américains, mais ils ont intervenu soit par des dons d'argent pour l'achat des armes, soit par des armes. Donc la guerre qui se passait, c'était pas une guerre qui a été frontale, donc comme vient d'expliquer Si Hassan, et où il y allait avoir cet affrontement. Aujourd'hui, on est peut-être arrivé au point de rupture. Maintenant, il faut parce qu'une guerre ne va pas durer 100 ans. La guerre de 100 ans est terminée. C'est une guerre qui doit se terminer et qu'il doit y avoir un aboutissement. Un aboutissement, soit un va capituler, donc il va dire, voilà, j'ai perdu la guerre, et il va y avoir des négociations. Maintenant, tout le monde met tout ce qu'il a. On va revenir au principe du réalisme en relations internationales, mais cette fois appliqué à la guerre, c'est keep power, montrer la force, démontrer la force, qu'on a de la force, et essayer de l'augmenter. Maintenant, c'est une démonstration que nous avons de la force, c'est-à-dire qu'il y a, si la Russie attend le printemps pour, on va dire, envahir le grand envahissement de l'Ukraine avec la grande offensive, bon voilà, les autres, ils se préparent. Donc c'est peut-être aussi un moyen pour, je dirais pas aller vers la diplomatie, c'est possible, c'est ce que dit Kissinger, c'est ce qu'il espère, mais c'est un moyen de pousser, de dire voilà, nous sommes présents, pas seulement pour contrer, vous êtes partis dans des villes, mais c'est-à-dire vers la grande guerre, si vous voulez. Ben voilà, le matériel, elle est là, il va être donné. Et là, on va voir, c'est le point de rupture je pense que ce sera la fin de cette guerre, bon, avec soit sur le terrain, il va y avoir un gagnant, et puis il y aura des négociations. Voilà. Alors, on verra pour les négociations, justement. Les négociations, pour qu'il y ait négociations, il faut qu'il y ait des parties qui négocient. Et pour négocier, en général, après une guerre aussi meurtrière et aussi ravageuse que ça, il faut véritablement qu'il y ait un certain épuisement. Alors, question directe, Hassan Saoud, est-ce qu'elle n'est pas encore épuisée, la Russie, après 9 ou 10 paquets de sanctions économiques? Est-ce qu'elle n'est pas encore épuisée après tout ce qui s'est passé? Et même si elle se prépare à la guerre depuis au moins 2014, depuis au moins 8 ans avant le début de la guerre, est-ce qu'elle n'est pas encore épuisée? Est-ce qu'elle a encore des ressources, véritablement, la Russie? Beaucoup de renseignements concordants. Je pense que de part et d'autre, il y a beaucoup de pertes. Entre les morts et les blessés de part et d'autre, il y a quelque chose comme 150 000 à 200 000 de part et d'autre, je dis bien. C'est-à-dire pour chacun d'eux ou pour les deux? Chacun des belligérants. Pour chacun des belligérants. Ah oui, pour chacun c'est des renseignements un peu sûrs, même si encore là, la vérité est victime dans ces... Donc il faut le prendre comme ça.
Côté, évidemment, sanctions, on l'a dit ici, dans ce plateau avec vous, que les sanctions ne prendront qu'à long terme. Et donc, jusqu'ici, malgré quelques difficultés économiques, je pense qu'elle montre encore, la Russie montre encore de la résilience. Et le jour où peut-être les Occidentaux trouvent la solution énergétique, peut-être que ça... Sauf qu'aussi, je pense que le complexe militaro-industriel marche doucement. Parce qu'il y a les composants électroniques qui manquent. Vous savez que les armements maintenant marchent de cette manière-là. Les puces, parce que tout est technologisé, tout est électronique. Et on a vu maintenant dans l'invasion de l'Ukraine, les soldats prendre des frigidaires, prendre des ordinateurs, parce qu'il y a des éléments là qui peuvent réutiliser. Des conducteurs. En plus de tout ce qui est évidemment contrebande, et on a vu qu'il y a même dans ce marché électronique et technologique, il y a du marché noir qui a marché pour le... Donc je pense que les deux côtés sont au bord de l'épuisement, sauf que peut-être sans prendre parti. C'est toujours un avantage pour l'agresser. Il y a un avantage pour l'agresser, et il y a une détermination, il y a un volontariat, et il y a un patriotisme qui a été boosté par l'invasion. Et vous avez une population qui est derrière vous. Ce qui, semble-t-il, n'est pas le cas de l'autre côté. Donc il y a toujours effectivement un avantage pour l'agressé, et en face, l'avantage est amplifié par l'épuisement, par la lassitude, quelque part même l'agacement de l'agresseur. Absolument. Qui parfois peut se demander, surtout dans une guerre où communautairement, on va dire les choses comme ça, les deux peuples se ressemblent beaucoup, même culture, même histoire. C'est assez compliqué. Alors, Ali Harichi, je voulais vous poser la question aussi sur la géopolitique générale, mais vous y avez un peu répondu. Alors, on reste sur cette question de négociation. S'il y a négociation, quelles seraient les conditions de cette négociation? C'est-à-dire un début de discussion entre les deux autour d'une table. On ne voit pas encore se profiler ce scénario, mais qu'est-ce que pourraient consentir les Ukrainiens? Ça dépendra aussi des résultats du printemps. C'est le printemps qui va déterminer où va fleurir les fleurs d'une part ou d'autres, les épines d'autres. C'est le rapport de force qui va établir les résultats et les négociations. C'est pour cela que chacun aujourd'hui, il est en train de démontrer sa force. De dire voilà, j'ai ceci, j'ai des chars. Tout cela est une manière, pour moi, c'est juste une démonstration de force. Peut-être pour aller vers les négociations et, espérons pas, une guerre totale. Maintenant, même sur le plan géopolitique, négociation avec qui? Qui sera là? L'Occident d'une part, bien sûr avec l'Ukraine. De l'autre côté, il y a la Russie. Mais la Russie, il va avoir peut-être pas des alliés, mais des États qui sont alignés à la position russe, qui jouent ce triptyque, si vous voulez. La Chine, donc il va jouer ce rôle dans une certaine neutralité, mais en étant toujours aligné avec la Russie, sans être l'allié de la Russie. Parce que là, on a vu ce qui s'est passé vers il y a 2-3 mois, on a vu que la Chine s'est un peu retirée. Donc, mais il reste aligné sur la position, c'est-à-dire de l'autre bloc. Elle est de l'autre côté du bloc géopolitique. Il y a la Turquie. La Turquie va jouer un rôle important. La Turquie, elle est d'abord membre de l'OTAN. Elle est membre de l'OTAN. Il joue un peu ce qu'a fait peut-être la France du temps de De Gaulle, en étant à l'intérieur de l'OTAN et en étant en même temps, enfin les deux, un pied dehors. Voilà, un pied dehors, mais en même temps sa position géographique est très importante et géostratégique. C'est-à-dire la mer du Nord, c'est la Turquie qui est c'est-à-dire qui reçoit tout ce qui peut venir que de l'Ukraine ou de la Russie. Donc c'est un passage obligatoire. Les deux détroits. Le détroit, effectivement. Constantinople, d'ailleurs, c'était un peu même Rome. Quand Rome est tombée, c'est Constantinople qui était tombée. Exact. Donc la Turquie joue ce rôle-là et il est à la fois avec l'OTAN, à la fois c'est l'allié, je ne dirais pas l'allié, mais bon, avec la Russie, ce n'est pas un ami, mais c'est quelqu'un avec qui, c'est un État avec qui il a beaucoup d'intérêt. Donc tout cela fait que le médiateur, il me semble, ça va être la Turquie,
au centre de cette négociation. D'un côté, l'Occident, je parle des États-Unis, et de l'autre côté, l'appui, pas amical, mais d'alignement de la Chine avec la Russie. Alors, vous venez de dire quelque chose d'assez fondamental qui est repris par un certain nombre de médias, d'analystes, de commentateurs, d'observateurs, de géopolitologues, que finalement, il risque d'y avoir, pour régler ça, ça ne risque pas d'être une discussion directe. On ne voit pas Poutine discuter directement avec Zelensky, ça relève de l'impossible. Mais une sorte de conférence internationale, ou une sorte avec en coulisses des négociations directes peut-être entre les Américains et les Russes, peut-être les Chinois. Mais ça, justement, je voudrais vous faire réagir sur ça. Ce serait peut-être un début de solution, une sorte de conférence internationale. On verra ça juste à la deuxième partie. La première est déjà écoulée. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour, on continue sur la discussion sur le conflit ukrainien, les possibilités de négociation, les possibilités de sortie de conflit. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on en parle avec Hassan Saoud et avec Ali El-Harichi. Juste avant la pause, Ali El-Harichi, vous parliez justement de cette possibilité de négociation. Henry Kissinger, l'ancien fameux secrétaire d'État américain, prix Nobel de la paix, avait préconisé de revenir à une forme de réalisme, peut-être même de concession. Oui, forme de réalisme, étant donné c'est l'un de ceux qui présentent le réalisme dans les relations internationales, en tant que théoricien et en tant qu'acteur. Donc. Alors, Kissinger, dans le réalisme, il y a ce qu'on appelle l'intérêt politique national. Il y a aussi, à un certain moment, soit l'hégémonie, soit l'équilibre des puissances. Et Kissinger, donc, il s'inscrit dans une position que ce qu'on appelait avant le Heartland. C'est-à-dire, quand vous dominez le Heartland, vous dominez l'Eurasie. Et l'axe pivot se situait à un certain moment se situe aujourd'hui au niveau de l'Ukraine. C'est pour cela ce qu'il demande, c'est Berezensky qui avait cette théorie, mais ce qu'il demande, c'est que... Spikeman même, je crois que c'est dans les années 40. Voilà. Mais Berezensky, c'est dans les derniers ouvrages, dans les années, fin des années 90, et en allant que l'Ukraine soit un État neutre, c'est-à-dire que soit une frontière épaisse, si vous voulez, entre l'Occident et entre la Russie. Parce que sinon, il va y avoir la confrontation directe et on aura peut-être souvent des guerres après. C'est pour cela qu'il demande à aller vers la diplomatie et que cet axe pivot soit, c'est-à-dire cette neutralité qu'il demande, c'est-à-dire qu'il soit indépendant, bien sûr, que l'Ukraine soit indépendante, mais qu'il ne soit ni occidental, ni constituant l'axe pivot de la Russie ou de l'Eurasie. Qui passe par une certaine forme de concession aussi au niveau ukrainien. Lui, parce qu'il a écrit un article en 2014. D'accord. En 2014, parce que c'est pas le dernier article qu'il a écrit, à qui on reproche, voilà, il est un peu vieux, mais en 2014, il disait, l'Ukraine, il a déjà perdu, en 2014 et après, c'est-à-dire la Crimée qui était perdue et une partie de l'Ukraine, parce que la guerre a commencé en 2014 et on savait que la Russie avait ses projections sur l'Ukraine. Donc pour lui, c'est la solution diplomatique et cette solution diplomatique permettra quelque chose de très important parce que dans un calcul de réalisme politique ou de réalisme international, si la Russie, qui est déjà faible, il faut le dire, aujourd'hui, sort vaincu et perd l'Ukraine, il va se rabattre sur la Chine. Et s'il rabat sur la Chine, ou se refoule vers la Chine, c'est l'axe américain ou occidental qui va être affaibli par une nouvelle alliance réellement qui va se poser de l'autre côté. Donc c'est un calcul d'un échiquier politique dans le sens, il va aller vers l'équilibre des puissances comme ils l'ont fait pour le SALT I et SALT II entre l'Union soviétique et les États-Unis lui-même. Je reste sur cette phrase, la Russie est faible ou affaiblie si elle est vaincue. Alors, Hassan Saoud, si elle est vaincue, quel est le risque nucléaire? De temps en temps et à intervalles réguliers, Vladimir Poutine ou ses proches, Medvedev ou d'autres, agitent la menace de la nucléaire. Moi, en l'espèce, dans une guerre, j'hésite à parler de victoire ou d'échec. Tout le monde y perd. La guerre est terrible, elle est sale, et puis un gagnant, tout est relatif. Sauf que je parlerai d'un nouveau rapport de force. C'est ça qui va déterminer. Mais il y a aussi, c'est Aziz, dans la négociation. On négocie déjà en ce qui concerne les prisonniers. Il y a des contacts déjà. Mais c'est des contacts. Mais pour la négociation, il faut des plateformes
sur lesquels on peut se mettre d'accord. Visiblement, les ambitions des uns des autres. La Russie vous dit, je suis prête à négocier en respectant les nouvelles réalités territoriales. Ça veut dire le Donbass et ce qui s'ensuit. L'Ukraine vous dit, c'est tout le Donbass et la Crimée. Frontière de 91. La frontière de 91. Donc nous voilà dans un rapport où on est éloigné d'un rapprochement. Mais la guerre finit toujours par des négociations. En ce qui concerne le nucléaire. Rapidement, s'il vous plaît, parce que vous l'avez dit, c'est dissuasif, c'est pour l'équilibre de la terreur, mais jamais, c'est Aziz, on a banalisé l'emploi de nucléaire. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on le banalise en disant le nucléaire tactique. Absolument. Le nucléaire tactique, c'est je ne sais pas combien de fois Hiroshima. Donc quand on dit nucléaire tactique, ça reste quand même une catastrophe. On l'a dit chez vous, moi je ne retiens que le nucléaire. L'adjectif, je ne l'utilise pas parce que c'est toujours les mêmes ravages. Mais il faut signaler que et la Chine et l'Inde ont dit stop, le nucléaire est une ligne rouge. D'ailleurs, il n'y a que Medvedev et quelques journalistes Peskov et tout ça qui en parlent, mais je pense que ce n'est, à mon sens, que de la gesticulation. Et je suis loin de penser qu'on aura, que le nucléaire va être mis en œuvre. Je ne le crois pas. Eh bien, on peut que l'espérer. On va revenir sur autre chose. À l'intérieur de l'Ukraine, ça va être la dernière question de cet axe sur les affaires de corruption. Je reste avec vous, Hassan Saoud. Il y a eu des démissions de plusieurs responsables au sein de l'armée, au sein de l'administration territoriale pour des questions de corruption, des trucs effarants, des véhicules militaires qui sont utilisés pour des besoins personnels, quelques-uns qui vont en vacances en prenant de l'argent, enfin des trucs qui sont absolument incroyables. Volodymyr Zelensky a limogé pas mal de ses hauts cadres. Est-ce qu'on peut parler de règlement de compte ou un affaiblissement du front politique en interne, sachant que déjà au début de la guerre, Zelensky avait été accusé par certains observateurs d'avoir réglé des comptes politiques en interdisant une dizaine de partis. Comment ça se passe à ce niveau-là? Moi, je pense. Et quel est le risque militaire aussi? Parce que la corruption dans un terrain militaire, ça peut être dangereux. Oui, mais la corruption dans les crises et dans les guerres, elle a toujours existé, sauf que c'est l'ampleur qui est importante. Il faut rendre hommage à une certaine presse d'investigation qui a signalé cette corruption. Et deuxièmement, le président Zelensky, parmi ses slogans de campagne, c'est la moralisation de la vie et la lutte contre la corruption. Ici, et vous avez signalé des cas, nous sommes à une vingtaine de limogeages, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'administration territoriale, que ce soit dans des ministères techniques tels que les infrastructures et tout ça. Donc il y a 4 ministres, 5 gouverneurs, vice-ministres plutôt, et 5 gouverneurs, plus certainement un procureur général dont vous avez évoqué les vacances en Espagne. Donc ça a touché tous les... Je pense que la population, quand vous regardez les réseaux sociaux en Ukraine, ils sont avec le président dans cette purge, si vous voulez, qui est salutaire, parce qu'ils ne comprennent pas comment, quand on est quand on n'a pas d'électricité, quand on n'a pas d'eau, et qu'on vend, on fait un marché de générateur avec en poche $400,000, les gens ne l'acceptent pas. Et je pense que ce n'est pas ces gens-là qui vont faire perturber le système. Les militaires qui sont dans des tranchées à moins 10, 20 degrés, ils sont absolument touchés par ces malversations qu'ils n'acceptent pas. Et je pense qu'il a bien fait de le faire parce qu'il est surveillé aussi par les donateurs. Et on ne va pas donner... C'est l'argent des contribuables de l'Occident. Et les gens ne comprennent pas comment, dans une situation de guerre comme ça, qui est quand même une guerre meurtrière, que des gens se jutent comme ça sur le dos de Alors justement, je vous fais réagir sur la même question, Ali El-Harichi, donc la corruption, le limogeage, le règlement de comptes politiques. Mais il y a quelque chose qui est inquiétant, Hassan Saoud, je vous ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est cette question d'avoir des missiles qui peuvent être détournés
en Europe. Et là, ça pose un problème de sécurité clair. On se rappelle de l'avion, je crois que c'était l'avion de la compagnie de Malaisie, si ma mémoire est bonne, qui avait été abattu par un missile au nord à la verticale de l'Ukraine. Donc, est-ce qu'il y a aussi ce risque quelque part? La question qu'on se pose, étant assis sur une poudrière, dans un pays qui est vraiment en guerre, qui est agressé, et qu'il y a tellement de malversations, et des gens qui se... je ne sais pas comment dire, qui se sucrent, qui se sucrent aujourd'hui, alors que la population, il n'y a pas d'électricité, il y a des problèmes, c'est-à-dire il y a des problèmes d'alimentation, de tout, et certaines personnes, c'est-à-dire des hauts responsables, et pas les moindres, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau c'est-à-dire de l'administration, de l'organisation territoriale, de l'administration locale, que ce soit au niveau de la justice, et qui se sont en train donc là, c'est une question qui se pose. Alors, cette série de limogeages, est-ce que vraiment c'est un règlement de compte? Je ne pense pas. Peut-être au contraire, il fallait le faire. Une reprise en main. C'est une reprise en main et montrer que voilà, puisque la population est autour de Zelensky, donc lui, étant donné même sa promesse, son projet électoral, son programme de président, était de lutter contre la corruption. Et donc, je pense que c'est salutaire dans un sens. Mais la question qu'on se pose quand même, ces personnes-là, est le danger. Vous l'avez bien évoqué, parce que là, moi, je ne dirais pas, on a vu tellement de films où parfois des missiles peuvent fuiter par-ci, par-là, avec tellement de corruption, puisque même des militaires sont impliqués, on peut avoir des fuites de missiles, d'armes, et ça peut donner, donner quelque chose entre les mains de bandes criminelles. C'est-à-dire le crime organisé, elle est là. On sait qu'il y a des mafias. Excusez-moi, je vous coupe, mais c'est un peu ce qui risque de se passer, enfin ce qui s'est passé quelque part, même si ça n'a rien à voir. Mais après la chute de Qaddafi, on se retrouve avec un arsenal qui se balade dans le Sahel. Malheureusement, puisque vous avez évoqué le Sahel, la crise du Sahel de 2012, elle est arrivée de l'Azawad, tous les militaires qui sont revenus de la Libye, armés avec le général Ag Najm, je pense, qui était colonel donc, dans l'armée libyenne, et qui est revenu avec une armée et des armes lourdes. Donc voilà les problèmes. Je ne sais pas si on est dans la même configuration, la vérité. Non, mais sincèrement, en parlant des armes, parce que là, dans cette région, il y a beaucoup de crimes organisés. On le sait, des mafias donc, dans cette région-là, dans ces pays-là, et qui peuvent utiliser, c'est-à-dire parce que des armes, bon, c'est des suppositions, c'est des points d'interrogation quand même. Un pays qui... effrayante. C'est pour cela que j'ai donné donc la parallèle avec... Parfois, on voit ça dans des films. Et ça peut arriver parce que qui contrôle qui finalement? C'est la toute dernière intervention sur ce thème. Il y a des services de renseignement. Je ne pense pas qu'on puisse en arriver jusqu'au missile. Il y a un patriotisme comme ça. Et puis, le président Zelensky a nettoyé les services de renseignement. Un ami proche de lui a été évincé, vous vous rappelez, qui était le responsable du SBU, le KGB ukrainien. Donc, je pense que c'est salutaire et que ça va encore encourager les militaires, parce qu'il n'y a pas de militaires dans... C'est des responsables politiques, c'est le vice-ministre de la Défense et tout ça. Il n'y a pas de militaire valeur aujourd'hui qui est impliqué directement. Très bien, donc on va rester sur votre optimisme. Alors, on passe au deuxième thème. Qu'est-ce qui arrive à la France au Sahel? Le gouvernement burkinabé a demandé cette semaine aux militaires français de se retirer du pays et il a accordé à Paris un délai de 1 mois. Donc après la Centrafrique, après le Mali, c'est au tour du Burkina Faso. Alors il se passe quelque chose. Al-Halachi, je commence par vous. En novembre 2017, on se rappelle, Emmanuel Macron, il est toujours jeune, mais tout fraîchement élu président, était à l'université de Ouagadougou. Il était chaleureusement applaudi, malgré quelques petits impairs, mais on passera dessus, n'est-ce pas? Il était chaleureusement applaudi par les étudiants burkinabés. Voilà que 5 ans après, ou 5 ans et demi, le même pays, la même capitale demande clairement, fermement aux militaires français de quitter le territoire. Il s'est passé quoi pour en arriver là? Vous avez tendu la perche tout à l'heure, donc vous avez parlé du Sahel. Il y a un changement de paradigme dans la géopolitique mondiale et aussi dans les régions. Ce qui se passe dans la région du Sahel, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme, on va dire, de relations, que ce soit de partenariat avec
donc pays donc colons, donc la France, ou bien des changements de paradigme par rapport à ceux qui ont le pouvoir. Parce que si on parle des États maintenant, vous avez cité l'Afrique, le Mali, le Burkina, c'est des États où il y a aussi des coups d'État. Donc il y a eu donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a le terrorisme, malheureusement. C'est une zone qui est très fragile quand on parle du Sahel et surtout des trois frontières, si on parle de Burkina. La zone des trois frontières. Donc, il y a le terrorisme, il y a des entités, c'est-à-dire qui opèrent des bandes du crime organisé dans cette région-là. Et puis la France, elle était là parce que c'était la force, donc l'opération Serval, puis l'opération Berkane, en parlant du Mali. Et puis le Mali, à un certain moment, après le coup d'État, ils ont demandé à la France, c'est-à-dire de se retirer de la force Berkane, qui était même appuyée par l'Union européenne. Maintenant, mais le Mali sont allés presque vers la rupture diplomatique. Ce n'est pas le cas du Burkina. Pour maintenant, le Burkina, c'est plus, ils ont appelé c'est-à-dire que l'armée française ne reste plus au Mali, ils leur ont donné 1 mois, mais on ne parle pas encore de rupture diplomatique. Mais il faut mettre dans toute cette équation-là, quelle est la position de la France en Afrique, en Afrique française, qu'on appelait l'Afrique, c'est-à-dire qui était sous la domination, la colonisation française. Quelle est la position de la France et quelle est la position d'autres, parce qu'on parle de nouveaux paradigmes, d'autres intrants, d'autres pays, d'autres puissances étrangères qui sont là. C'est la Russie, on y reviendra justement parce que ça a été clairement dit par Emmanuel Macron dans un récent entretien avec les médias. Même question pour vous, Hassan Saoud. Il s'est passé quoi pour que de 2017, avec un jeune président élu, apprécié de tout le monde, qui disait la France n'a plus de politique africaine, etc. Et puis aujourd'hui, où l'Afrique, du moins une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, lui demande de partir. Peut-être parce qu'il n'y a plus de politique africaine. Tout à fait. Je pense que la France en Afrique, et ça fait un bon bout de temps qu'il est en déclassement géopolitique sur ce continent-là, au détriment d'autres dont peut-être on peut parler. Pourquoi ? Parce qu'on se croyait en terrain conquis éternellement. Et vous vous rappelez vous-même, au Forum du Mali, qu'est-ce qu'il disait aux Français ? L'Afrique a changé. Oui. L'Afrique de l'Ouest a changé. Il faut que vous révisiez vos paradigmes d'évaluation de l'Afrique. On était là ensemble. Ah oui, tout à fait. Et donc, c'était un message qui n'a pas été reçu. En passant, souvenir, oui. Absolument, mais la France croyait être dans un terrain conquis et donc on est dans une paresse stratégique. Or, la population est rajeunie. La population se fout du colonialisme comme de leur premier cartable à l'école. Et ça, on ne l'a pas compris. Et puis, il y a cette condescendance et des éléments de langage un peu arrogants à l'endroit des Africains qui sont très sensibles. L'Afrique demande qu'elle soit traitée d'égal à égal, dans des intérêts mutuels bien compris, avec le respect qu'on le doit. Sauf que la France, je pense qu'elle est toujours dans le maternage, qui n'est plus admis. Pour l'accord dont a parlé Si Ali, l'accord, moi je l'ai lu, il est sur 16 articles. Donc le dernier, le 16e, parle de la dénonciation. Et les Burkinabés l'ont appliqué à la lettre. En cas de dénonciation, 1 mois de préavis. Donc tout a été... Et vous avez vu la polémique sur il faut que le président se prononce. Il n'avait pas besoin, il n'était pas obligé de toute façon. Donc ce qu'il y a maintenant, et vous avez cité la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, qui d'autre ? À qui le tour ? À qui le tour ? À qui le tour ? Est-ce que nous n'allons pas assister à un effet domino ? Et j'ai retrouvé quelque chose de ce qu'a dit Poutine. On lui a attribué, même si on l'a nié, concernant la France et la Russie. Je n'ai pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit de libérer l'Afrique noire francophone, elle tombera d'elle-même. Retirer à la France
le fer de Mauritanie, le pétrole gabonais, l'uranium nigérien, le cacao ivoirien, le coton burkinabé, le bois congolais et camerounais et l'or malien, et la France sera une puissance du tiers-monde. Il aurait pu continuer et envoyer la ministre Wagner à la place. Sauf que on a dit qu'il l'a pas dit. Mais à l'usage, je constate que c'est une feuille de route actuelle de Wagner. Oui, ils sont en train de prendre les places les unes après les autres. Parce qu'ils ont dénoncé, à la décharge de la France, la condescendance dont vous parliez est peut-être la condescendance d'un homme, d'un président, plutôt que celle d'un pays. Parce que, bon, on se rappelle, c'est les impairs dont je parlais tout à l'heure, au discours de Ouagadougou, revient là, le climatiseur, etc. Donc, c'est peut-être... Mais bon, il faut dire que Emmanuel Macron est un peu comme ça avec tout le monde, y compris chez lui, traverser la rue. Donc, on connaît bien. Cher Aziz, le vote des Africains aux Nations Unies doit donner à réfléchir à l'Occident. Ah, mais la réaction des Africains depuis longtemps, et d'ailleurs depuis au moins le discours de Royal de 2014, exactement, où il n'y a plus de chasse gardée, il n'y a plus de terrain, il n'y a plus la France. Donc ça c'est clair. Alors je reviens à vous, Ali El-Harechi, je vous ai coupé tout à l'heure parce que vous étiez en train d'empiéter sur la question que je voulais vous poser avec une citation. Moi j'ai préparé une citation, il fallait que je la lise. C'est Emmanuel Macron donc qui s'exprimait avec Kamel Daoud dans un média français, Le Point je pense, et qui disait la chose suivante: le rejet de la France a été nourri en Afrique bien entendu, le rejet de la France a été nourri par une stratégie méthodique de plusieurs puissances impériales pour que la France soit repoussée hors de l'Afrique. Il y a aujourd'hui des stratégies néo-impérialistes utilisant ouvertement l'anticolonialisme. Fin de citation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et dans le cas où ce serait vrai, est-ce que ce ne serait pas quand même une solution de faciliter l'explication un peu trop facile pour expliquer ce qui se passe actuellement au Sahel? Ce n'est ni vrai ni faux. En fait... ce n'est ni noir ni blanc, si vous voulez. Ce qui se passe en Afrique, c'est que, vous savez, après les indépendances des États africains, depuis 1960, c'est-à-dire en parlant des États africains qui étaient avec la France, qui ont eu leur indépendance. On ne parle pas des protectorats, comme le Maroc et la Tunisie, qui étaient en 1956, ni de l'Algérie, qui était un département français et qui a eu son indépendance après référendum en 1962. Les États africains, depuis 1960, il y a eu un accompagnement de ces États africains par la France. La majorité des présidents, c'est-à-dire qui sont arrivés au début dans ces États-là, étaient proches de la France, étaient même des ministres en France, c'est-à-dire dans le gouvernement français, étaient des parlementaires, enfin des députés. Et il y a eu un accompagnement, et il y a eu ce qu'on appelait l'indépendance dans l'interdépendance, mais bien sûr avec la théorie ou le paradigme ou le déterminisme du centre et de la périphérie ne peut que dépendre du centre, étant donné qu'elle n'a pas les moyens pour aller toute seule, il faut qu'elle soit accompagnée. Ça, c'était la coopération. Les choses ont changé. Après 50 ans, ont changé. Le monde bipolaire est tombé. Les conditionnalités et les puissances, les autres puissances qui n'avaient pas d'œil sur l'Afrique, aujourd'hui sont en Afrique. Donc, on peut utiliser peut-être l'anticolonialisme pour arriver en Afrique. Tous les moyens sont bons en géopolitique. Ce qui a peut-être été dit par le président russe ou par n'importe qui, c'est possible. Mais chacun, parce que l'Afrique est une zone riche, est une zone géopolitique et géostratégique très importante. Elle est au centre du monde. Il regorge de richesses et aussi il regorge de richesses humaines. L'Afrique, c'est en 2050, on parle de 3 milliards, je pense, d'habitants, de jeunes et alphabétisés. On n'est plus dans cette Afrique, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont allés aux universités, à l'école, donc qui est productif. Donc tout le monde veut venir en Afrique, que ce soit la France, peut-être pas avec le même esprit d'avant, mais elle est en train de la perdre, l'Afrique. Parce qu'il y a d'autres qui sont arrivés mais ça ne veut pas dire quand les autres sont arrivés que c'est parce qu'ils aiment l'Afrique ou ils nous aiment, parce que chacun, il essaie de trouver son intérêt. Maintenant, ce qu'il dit, comme j'ai dit, c'est vrai et c'est faux. C'est l'anticolonialisme et tout ça, c'est un discours qui reste plus ou moins désuet aujourd'hui. Mais il y a de la vérité aussi. Il y a de la vérité dans le sens où il y a eu des relations de collaboration privilégiées, si vous voulez, avec la France. D'accord. Alors, dernière question pour vous, Hassan Saoud.
Le Burkina Faso est dirigé aujourd'hui par un jeune officier. Ça nous rappelle en 1987, il y a eu un autre jeune officier qui s'appelait Thomas Sankara et qui avait été assassiné, qui avait été remplacé par son compagnon, Blaise Compaoré, lequel avait été lourdement soutenu par la France jusqu'à son départ il y a quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu cette forme de ressentiment qui renaît quelque part, une sorte de culpabilité qu'on attribuerait à la France? La réalité, c'est Rapidement, que, 2 minutes. la réalité, c'est que le capitaine Sankara, c'était le premier qui a installé la non-ingérence, qui n'a jamais accepté l'ingérence dans le pays des hommes intègres. C'est lui. C'était lui qui avait rebaptisé son pays, et c'est des Burkina Faso. Et oui. Et puis, évidemment, il avait des relations avec la Russie, comme tous les pays à côté. Donc, il y a encore la trace du capitaine Sankara, ce qui concerne le patriotisme, le nationalisme et l'indépendance et la souveraineté. Et je pense que dans le discours du nouveau président de la transition, il y a la souveraineté et la diversification dans le discours qu'il avait mis. C'est Harichi, pour terminer, l'Afrique, il y a une ruée vers l'Afrique. Les derniers sont les Américains. On parle de la Russie impérialiste, mais la Russie, elle fait de l'influence. Solchi, en 2019, plus de 40 dirigeants, avec un salon d'armement à côté. Et tout le monde, est allé faire le marché des armes. Donc, elle fait son travail. Si la France est déclassée, ce n'est pas de la faute de la Russie. La Russie fait son travail d'influence. Je pense que c'est de bon augure à la France de réviser ses logiciels France-Afrique pour encore remonter la pente. On reviendra donc sur la question que vous aviez posée tout à l'heure, Hassan Saoud, à qui le tour ou la théorie des dominos? Nous verrons bien. Merci à vous, Ali El-Harichi, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Hassan Saoud, d'avoir été avec nous. Merci à vous. À la semaine prochaine.